Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Carrefour de l'IMO, le carrefour de l'immobilier, architecture, innovation, investissement. L'immobilier neuf est à l'honneur pour cette émission. Et pour en parler sur le plateau, la team IMO, Valérie Valenstin, bonjour. Bonjour. Journaliste pour le particulier. Alors qu'est-ce que l'on va voir avec vous, Valérie? Acheter un logement qui n'existe pas encore, un logement sur plan, cela peut faire peur, mais on va voir que l'acquéreur est relativement bien protégé par la loi. Jean-Yves Guérin, journaliste Figaro Économie. Qu'est-ce qu'on va voir avec vous, Jean-Yves? Bonjour. Alors, il y a un métro qu'on va construire, le Grand Paris Express, et c'est 200 km de nouvelles lignes avec des opportunités en matière de logement neuf, d'immobilier neuf, et on essaiera de voir quelles sont les bonnes opportunités. On espère bien sûr. Jean-Bernard Litzer, journaliste au Figaro Immobilier. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour. Alors au menu. Au menu, avec moi, on va parler de réalité virtuelle, de visite 3D immersive, de réalité augmentée, en fait de toutes ces technologies qui permettent de mieux voir ce qui existe et surtout de voir ce qui n'existe pas encore. Bon, ça on le verra tout à l'heure, merci. Et puis on a un invité, on est très heureux de le recevoir, c'est un architecte, c'est Manal Rajdi, bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes architecte, vous avez fondé Oxo Architectes. Et on vous connaît parce que vous êtes sans doute l'un des architectes les plus tendances, on va dire en France, même en Europe. Vous avez notamment réalisé l'Arbre Blanc à Montpellier. On vous doit aussi une future réalisation qui s'appelle 1000 arbres à Paris. Et vous avez été sélectionné, vous êtes lauréat de 2 grands projets qui verront le jour dans la métropole, dans le cadre du projet de la métropole du Grand Paris. Et c'est ce que l'on verra avec vous. Et vous pouvez bien sûr intervenir tout au long de l'émission, en tout cas Manal. Vous aussi, les internautes, vous n'hésitez pas, posez vos questions, faites-nous part de vos bons plans. Nous sommes là pour bien sûr y répondre. Pour commencer, on démarre avec 3 chiffres clés sur l'immobilier neuf pour vous donner un petit peu le pouls et la tendance. Premier chiffre clé, c'est 400 000. 400 000, c'est le nombre de logements mis en chantier en France métropolitaine sur une année glissante. Alors c'est 18% de mieux qu'à la même période l'an dernier. Ça va pas mal, ça c'est le ministère de la Cohésion des Territoires qui nous l'indique. Deuxième chiffre clé, alors on construit plus, mais le revers de la médaille, c'est que c'est de plus en plus cher, en tout cas sur le neuf, 4 000 €. Ça c'est le prix moyen au mètre carré d'un logement neuf en France. Alors évidemment avec des fortes disparités, on est plus près des 5 000 € en Ile-de-France et sous la barre des 4 000 en région. Et puis le troisième chiffre clé, pour qui concerne ceux qui achètent dans le neuf pour la première fois, 7 sur 10, 7 ménages primo-accédants réalisent leur projet dans l'immobilier neuf grâce au prêt à taux zéro ou au prêt à l'accession sociale. Et justement, ceux qui achètent pour la première fois et qui achètent dans le neuf, Valérie, on fait ce qu'on appelle un achat sur plan, un achat en VFA. Il y a des règles à respecter et puis il y a toute une série d'étapes, en fait. Beaucoup de choses à connaître. Il y a trois grandes étapes. La première étape, c'est le contrat de réservation. C'est-à-dire que vous signez un contrat dans lequel le promoteur s'engage à vous réserver un logement dans son programme. Donc c'est un document qui est assez précis, assez détaillé. Il y a le numéro du lot, la superficie, les descriptifs techniques. À ce moment-là, vous versez un dépôt de garantie dont le montant maximal est fixé à 5%. D'accord. Voilà. Et après, vous pouvez vous rétracter pendant 10 jours. Après, il y a un certain nombre de mois qui se passent. Et à la date, en principe, qui était prévue dans le contrat de réservation, vous passez devant le notaire pour signer l'acte de vente définitif. Ça, c'est le contrat de vente définitif. C'est le contrat de vente définitif. Alors, une des spécificités du logement neuf, de l'achat sur plan, c'est que vous ne payez pas d'un coup votre achat immobilier, comme par exemple dans l'ancien. C'est un paiement qui est échelonné en fonction de l'avancée des travaux. Et là, c'est aussi encadré par la loi, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas verser plus de 35% du montant total de l'opération lors de l'achèvement des fondations, 70% à la mise hors d'eau de l'immeuble. C'est-à-dire, grosso modo, il a son toit, il prend plus la pluie, et 95% à la fin des travaux. Et attention, parce que là, ça peut être un piège. Vous ne versez les fonds qu'une fois que vous avez eu l'attestation de l'architecte ou du promoteur, comme quoi les travaux sont bien arrivés à ce stade-là. Ce qui est même conseillé, c'est de se déplacer, puis de voir en effet où est de faire des visites, oui voilà, de voir où en est l'opération, le programme. Et puis enfin, la dernière étape, la plus importante, parce que c'est celle où on va vous remettre les clés, c'est la livraison de l'appartement.
Alors là, vous faites soigneusement le tour de ce qui va être votre futur logement et vous regardez si tout est conforme à ce qui était prévu dans le contrat de vente. Vous vérifiez si tout fonctionne bien, vous ouvrez les fenêtres, vous faites fonctionner les robinets, les volets roulants électriques. Alors là, il faut tout regarder. Il faut tout regarder, il faut, même si le promoteur ou le vendeur vous presse un peu ce qui peut arriver, vraiment, vous prenez votre temps, vous avez tout à fait le droit de vous faire assister par un homme de l'art, comme on dit, dans cette étape, et à l'issue de cette étape, on vous remet les clés. Et là, attention, on est tenu de vous remettre les clés, même si vous avez constaté des malfaçons et que vous les avez consignées dans un procès verbal, ce qui vous donne le droit de consigner les 5% restants, parce que lorsqu'on a évoqué le paiement échelonné, voilà, donc là, on vous remet les clés, mais vous bénéficiez aussi d'un certain nombre de garanties. Ensuite, une fois que vous avez pris possession des lieux, garantie d'1 an sur tous les désordres ou tous les inconvénients qui peuvent survenir, une garantie de 2 ans sur le fonctionnement des équipements, par exemple si vos volets roulants tombent en panne ou si une porte ne fonctionne plus, et pendant 10 ans, ça c'est la fameuse garantie décennale pour les désordres. C'est théorie ou c'est vrai ça? Pendant 10 ans, oui. Absolument, pendant 10 ans. Loi, bon. Alors, il y a quand même quelque chose à... C'est que les délais de ces garanties ne courent pas à partir de la livraison de votre logement, mais de la réception du chantier, qui souvent intervient en amont et qui est faite par le promoteur. Donc là, c'est une date que vous devez demander, la date de réception du chantier, parce qu'elle est souvent antérieure à votre date de livraison, parce que c'est elle qui fait courir ces délais. Donc, il ne faudrait pas se retrouver hors délai parce qu'on n'a pas eu connaissance de cette date. Question d'internaute, Fabrice nous demande comment annuler un contrat en VFA. Vous avez 10 jours pour l'annuler, une fois que vous avez signé le contrat de réservation. Et autre question de Cyril73, comment s'assurer dans le neuf qu'un programme ne sera pas retardé par un recours? Je dirais qu'il n'y a pas de moyen de s'en assurer. Manal Rajdi, l'architecte? Non, il n'y a pas de moyen. Il y a des recours qui arrivent et on ne peut pas s'en protéger. On peut rien faire. Alors les recours abusifs... Alors Jean-Yves Guérin, oui, Jean-Yves. Oui. Moi j'ai acheté ma maison en fait en VFA. En VFA, expérience personnelle, très bien. Et donc, en fait, parfois la commercialisation, c'était mon cas, se fait alors que la période de recours contre le permis de construire est close. Traduction, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas en tout cas ce problème-là. C'est pas toujours le cas, effectivement. Ça, c'est clair. Ça a permis de dire que c'est une règle parce que certains le mettent en avant. Parfois, les gens sérieux attendent que le permis soit validé avant que les recours soient purgés avant de lancer. C'est une sécurité pour l'acheteur. Sécurité. Et puis, c'est vrai que ce qu'évoquait Valérie sur la livraison, la réception des travaux, on peut avoir des surprises. Moi, j'en ai eu 2, c'est-à-dire que j'habite une maison où il y a des balcons et les garde-corps n'étaient pas suffisamment vissés au premier étage, avec des jeunes enfants, et puis même des adultes. Si on tombe, c'est quand même assez dangereux. Et puis, en règle générale, il y a une commission de sécurité qui passe et on vérifie ce genre de détails. Donc, commission de sécurité. Alors disons que si elle était passée, ils n'avaient pas regardé ça. Et puis l'autre élément qui n'était pas à la réception des travaux, mais antérieur, c'est que comme dans tous les programmes immobiliers neufs, tenir les délais, visiblement, pour le promoteur, c'est compliqué. Et donc, moi, dans mon cas, il devait poser du parquet, d'accord, sur tout le premier étage. Et le parquet a été posé trop rapidement, donc il s'est soulevé, d'accord. Donc, il a fallu le déposer, l'enlever et le reposer. Ça, c'est 15 jours de retard qui n'était pas prévu. Donc, l'expression essuyer des plâtres dans le neuf, eh bien, on le vit effectivement. Ce n'est pas comme acheter un bien qui existe depuis 50 ans. Voilà Valérie, ce qu'on peut dire là-dessus, notamment, merci en tout cas de cette expérience, ce vécu, Jean-Yves. Alors justement, gardez la main, Jean-Yves, quand on parle immobilier neuf aussi, on pense au Grand Paris, qui booste littéralement la construction. Maintenant, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Le Grand Paris, quel est l'état des lieux et quels sont les enjeux? Où en est-on pour le Grand Paris? Alors, le Grand Paris, c'est quoi? C'est d'abord le Grand Paris Express. C'est un projet de métro automatique qui va se réaliser. C'est 4 nouvelles lignes, 15, 16, 17, 18.
C'est le prolongement de lignes qu'on connaît, qui existent, la 11 et la 14. Et puis, c'est le prolongement également du RER E, qui s'arrête aujourd'hui à Saint-Lazare et qui va se prolonger vers l'ouest, notamment vers la Défense. Donc 200 km de nouvelles lignes, 68 gares. Ce qu'il faut retenir, en fait, au-delà de cette accumulation de chiffres, c'est que ce que ça va changer dans la vie quotidienne des gens, eh bien, pour ceux qui habitent la région parisienne, c'est circuler plus rapidement. Prenons un petit exemple. Je ne sais pas si on voit bien sur cette carte. Carte du Grand Paris Express. Regardez, à l'ouest, il y a une ville, ici les Moulineaux, qui aura une station sur la ligne 15 Sud, c'est un peu au sud. Aujourd'hui, pour aller de Issy-les-Moulineaux à l'ouest à Champigny à l'est, d'accord, que l'on voit. Aujourd'hui, il faut repasser par Paris, le centre de Paris, et il faut un peu moins d'1 heure, 57 minutes. Demain, on prendra la ligne 15, qu'on voit là, et on mettra 2 fois moins d'une demi-heure. Donc réduction du temps de transport, c'est réduction du temps de transport. Ouais. Donc c'est une opportunité pour des gens qui veulent acheter un logement, pas forcément dans Paris, d'accord, et pouvoir se rendre à leur travail, que ce soit à la Défense ou autre. Du coup, le gouvernement a dit on construit 35 000 logements par an dans le Grand Paris, et demain, à la faveur de ce nouvel équipement, il y en aura 70 000. C'est pas rien, doubler la charge. Donc tout est parfait, sauf évidemment que tout ça, ça coûte cher et de plus en plus cher. C'était budgété à 25 milliards. Et puis maintenant, les experts disent ça sera peut-être 28 ou 35. Du coup, Emmanuel Macron a dit qu'il allait se pencher là-dessus. Et à la fin de l'année, début janvier, il dira si on fait toutes les lignes ou si certaines sont étalées dans le temps. La livraison, c'était entre 2022 et 2030. Peut-être qu'il dira, il y a des lignes qui ne sont pas prioritaires, celles qui vont sur le plateau de Saclay, la ligne 18, dans le sud. On peut peut-être attendre jusqu'en 2035. Néanmoins... Et pour illustrer, on voit des projets du Grand Paris, d'ailleurs, pendant que vous parlez, Jean-Yves. Parce que des projets, il y en a un autre architecte qui est là en développe, il nous en parlera, mais des projets, il y en a. Ça veut donc dire aussi que des opportunités pour des gens qui veulent acheter dans le neuf, il y en a. Alors, où ça ? Où ça ? D'abord, on peut penser que dans le nord, je ne sais pas si on peut le voir sur notre carte, à Saint-Denis, il y aura une station, à Saint-Denis-Pleyel, vous la voyez. Eh bien, il y aura pas mal de lignes qui vont se croiser, la ligne 14, la ligne 15, la ligne 16, la ligne 17. Bref, il y aura ce sera un hub où on pourra aller en étant localisé autour de cette gare dans plein d'endroits dans Paris, en banlieue, un peu comme quand on est à Châtelet. Donc là, il y a du sens à se localiser là. Aujourd'hui, c'est du sens à investir, dans l'immobilier, à acheter. Aujourd'hui, il y a des programmes qui sont aux alentours de 5 000 euros. Pour y vivre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous changez de travail et que vous allez travailler à l'Est alors que vous travaillez à l'Ouest, c'est jouable. Donc c'est une véritable opportunité. Après, on va descendre et regarder un petit peu les opportunités qu'il peut y avoir au sud. Et juste, Jean-Yves, notamment les notaires parisiens indiquaient qu'il y a une différence énorme dès qu'on passe le périphérique entre typiquement la Porte de la Chapelle, où nous sommes à 6 500 euros du mètre carré, et Aubervilliers à 3 000 euros du mètre carré, il y a des écarts absolument énormes. Là aussi, pour un investisseur dans l'immobilier, il peut se dire qu'à terme, c'est un bon placement aussi à faire. Oui, tout à fait, parce que le raisonnement que je viens de tenir pour un propriétaire qui y habite, la praticité, la liaison avec les grands centres d'affaires, la Défense, où il y a beaucoup de bureaux, ça reste la même pour un locataire. Donc l'investisseur trouvera des locataires, a priori, relativement facilement dans ces lieux qui sont très bien desservis. Sur le sud. Ouais, le sud. Sur le sud, on voit la carte là. Pourquoi on s'intéresse au sud ? Parce que
Cette ligne 15 Sud, les travaux ont commencé. Les Ardoines, qui est entourée à l'image, oui. Les travaux ont commencé, c'est-à-dire qu'on est sûr qu'elle va être construite, on est sûr qu'elle sera livrée dans les temps, en 2022. Et là aussi, il peut y avoir des opportunités. Alors, j'ai sélectionné les Ardoines, pourquoi? Parce que j'y suis allé, en fait. Et aujourd'hui, c'est quoi les Ardoines? C'est à Vitry. Donc aujourd'hui, c'est pas grand-chose. D'accord? C'est une friche industrielle. Passez-moi l'expression, ça ressemble à rien. Demain, il y a une gare du Transilien. La SNCF tient ou pas ses horaires. Donc, être localisé là-bas, c'est pas top aujourd'hui. Demain, le fait qu'il y ait une gare qui vous permette d'aller plus facilement à la Défense, plus facilement dans les bureaux de l'Est parisien, un métro automatique, c'est-à-dire fiable, d'accord, comme la ligne 14 qu'on prend tous pour les Parisiens ici, c'est un véritable atout. Or, demain, il y a des programmes de logement et un véritable quartier avec des commerces, des aménités, etc., qui vont sortir de terre. Donc, beaucoup de programmes immobiliers neufs. Beaucoup de programmes immobiliers neufs pour des tarifs, là encore, qui sont raisonnables, d'accord, de l'ordre de 4 à 5 000 euros. Pour la région parisienne, pour la région parisienne, c'est très, très raisonnable. Et puis, si on a encore un moment... Pour terminer, oui. Pour terminer, toujours sur cette ligne, à Issy-les-Moulineaux, où il y aura également Fort d'Issy, Vanves-Clamart, il y aura une gare du Grand Paris. Là, et c'est une option qui existe là ou à d'autres endroits, il y aura carrément des immeubles sur la gare, donc très proches. Très bien. Alors justement, merci Jean-Yves pour toutes ces précisions, ces informations. Des projets du Grand Paris, il en est question. Là, on va l'évoquer concrètement avec notre invité Manal Rajdi, architecte. Vous avez été primé à 2 reprises dans le cadre du projet de la métropole du Grand Paris. D'abord, comment on est sélectionné? Comment ça se passe? Alors déjà, l'opportunité que lance la métropole du Grand Paris en lançant un concours aussi incroyable avec autant de sites d'un seul coup, on y participe avec des développeurs, des investisseurs, avec des très grandes équipes parce que c'est parfois des morceaux de ville comme je l'expliquais sur Villiers, c'est des quartiers qu'on développe et on est sélectionné, on participe dans des concours contre d'autres investisseurs et architectes. Et à la fin, c'est le maire, c'est la société d'économie mixte sur place qui décide qui a gagné. Et une fois qu'ils ont annoncé, on commence à travailler sur le projet. D'accord. Donc concrètement, là, on va voir avec vous en images 2 projets lauréats. Alors le premier s'appelle Balcon sur Paris. Alors, où est-il situé? On va voir des images. Le Balcon sur Paris se situe sur la ligne 15. Donc, c'est un projet, j'ai de la chance, les 2 projets dont je vais parler vont sur la ligne 15. Donc, c'est Villiers-sur-Marne. C'est un projet qu'on fait avec la compagnie de Falsbourg et Coder et compagnie, et Emerige aussi. C'est un projet de quartier de ville. C'est 125 000 m² construits avec un centre des congrès, des cinémas, des logements, des bureaux, vraiment un morceau de ville. C'est l'intérêt de ce projet, c'est que on nous a choisi parce qu'on propose un projet où il y a 60% de bois. Ça sera l'un des plus grands quartiers en Europe. C'est le bois avant tout. Voilà, oui. C'est l'innovation qui est le moteur de cette réflexion-là. C'est ce qu'a compris Philippe Journoux et son associé dans Coder et compagnie, Xavier Niel. C'est qu'on a apporté de l'innovation et de la réflexion sur qu'est-ce qu'une belle architecture, comment on vit bien dans ces quartiers-là. Et l'une des réponses importantes, c'est de dire on va construire en bois, on va ramener la nature aussi dans ces zones-là. Nous, les bâtiments sur lesquels on travaille sont des bâtiments avec de l'agriculture urbaine, 3000 m², qu'on développe sur le site. Et on développe aussi un principe d'habiter et travailler au même endroit. Ça, c'est le défi majeur de ce type de projet ou c'est vraiment travailler et réfléchir à comment on va consommer local, comment on va consommer de manière beaucoup plus raisonnée, moins d'énergie dépensée. C'est pour ça que le travail sur le bois, sur des enveloppes extrêmement optimisées sont importantes. Et c'est là où on amène aussi une réflexion avec d'autres architectes, comme ici on peut voir le bâtiment de XTU, qui est sur la gare, comme vous le disiez, c'est un bâtiment qui est construit sur la gare. Il faut bien comprendre, donc on est sur le site Marne-Europe Villiers-sur-Marne, au total donc 10 immeubles
qui se répartissent donc en quinconce autour d'un jardin métropolitain entre les pôles du Palais des Congrès et la gare du Grand Paris Express, donc Brie-Villiers-Champigny, donc c'est la fameuse ligne 15 Sud, et donc vous le disiez, 126 000 mètres carrés, un programme mixte avec 670 logements, des bureaux, 2 hôtels, un cinéma multiplex et le Palais des Congrès de plus de 2000 places, c'est énorme. Hein. Voilà, c'est imposant, c'est-à-dire qu'on va créer une nouvelle centralité à cet endroit-là. C'est l'architecte Kengo Kuma qui fait le Palais des Congrès, c'est celui qui fait la gare de Saint-Denis-Pleyel, d'ailleurs. On travaille aussi avec l'architecte Michael Green qui est un des spécialistes du bois au Canada. Stefano Boeri qui a fait le Bosco Vertical à Milan, il fait un bâtiment logement, un bâtiment en bois, et Cause qui sont des spécialistes aussi du bois qui construisent le bâtiment en bois le plus haut d'Europe. Donc c'est vraiment une équipe qui a dans ses gènes une vraie réflexion sur ce que c'est que le bois en architecture, le bien-être dans l'architecture, et vraiment travailler autour de ce parc, comment on construit un quartier autonome, et le travail avec Philippe Journeau et Xavier Niel sur le digital aussi dans ces espaces urbains, comment on va ramener aussi des vraies fonctions, comment on peut à travers le digital connecter, ramener du lien. C'est important dans l'architecture d'avoir du lien dans ces quartiers-là qui sont déplacés à cet endroit-là. Les gens ont envie aussi d'être connectés, et aujourd'hui on est tous connectés, donc on ramène ça aussi dans l'urbain. Et avant de voir le deuxième projet, l'évolution du végétal, de tout ce qui est vert, comment ça peut évoluer dans le temps? Parce que ça, on n'a pas le recul aussi nécessaire. Il y a certains projets, on a vu, c'était pas évident. Donc en fait, c'est aussi les moyens qu'on donne au vert. Quand on demande à une plante de monter sur 30 mètres, c'est très difficile. Il faut donner des relais, il faut savoir investir dès le départ sur de la terre, s'investir sur des moyens qui font que l'entretien, avant sur ces projets-là, la compagnie Salzbourg s'est investie sur 10 ans pour maintenir ces architectures et ce végétal-là dans le temps. On ne peut pas demander à la nature toute seule, quand elle est hors sol, de vivre. Il faut l'entretenir, il faut avoir des jardiniers, il faut avoir une irrigation au goutte à goutte. C'est vraiment tout le travail qu'on maîtrise aujourd'hui. Après, ça fait 10 ans qu'on fait ça, donc on commence à maîtriser les principes. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, les quartiers sont très beaux et ils sont maintenus et entretenus. Et c'est un peu ça le challenge du travail avec la nature qu'on amène dans l'architecture. J'avais juste une question Jean-Bernard. Sur le bois. Donc sur le bois dans la construction, vous avez dit 60%, donc c'est très bien. Vous avez parlé de consommation locale. C'est souvent une des difficultés. On sait qu'on a beaucoup de forêts en France, on a une filière bois qui ne fonctionne pas forcément très bien. Est-ce que vous travaillerez avec du bois français ? Alors, on privilégie évidemment le bois français dans l'approche, c'est ça qu'on a essayé d'expliquer lors du concours, mais on va travailler aussi avec d'autres filières étrangères sur d'autres thématiques parce qu'ils contrôlent plus le principe du CLT, sur les panneaux de bois. Voilà, c'est ça. Donc, on va un peu privilégier quand même le bois français, mais le bois français n'est pas aujourd'hui disponible pour tout faire. Donc, la volonté, elle est là. Jean-Yves, une question. Oui, on peut construire jusqu'à quelle hauteur des tours en bois? Parce que finalement, on a du mal à imaginer plus de 10 étages. Alors, le challenge qu'on s'est lancé dans ce projet-là, c'est de faire des tours de 17 étages en bois. Le logement ne peut pas dépasser 17 étages, sinon il passe en IGH, et là, les coûts deviennent exorbitants. IGH, immeuble de grande hauteur. Immeuble de grande hauteur, oui. Donc ce sera la tour la plus haute de France, voilà, d'Europe. C'est l'idée. Beaucoup de promoteurs, de développeurs, d'architectes se sont lancés dans cet exercice-là. Nous, on a la chance d'avoir vraiment des spécialistes et on sait comment le faire. Donc, ça sera l'idée, c'est de construire. Alors, on ne va pas devenir technique, mais l'idée de construire en bois, c'est ou bien on a un corps, un noyau en bois entier, et là, on n'arrive pas effectivement à dépasser les 10 étages. Mais par contre, quand on met un noyau béton, on peut avoir des planchers bois, de la structure bois, des façades en bois, et donc on compense. La hauteur peut être compensée par différemment. Question de Belinda, quand est-ce que ce projet verra le jour? En 2023. D'accord, et elle rajoute, et est-ce que ça va coûter cher? Non, ça va coûter exactement comme... En fait, la belle architecture ne coûte pas plus cher. Donc, bizarrement. Oui, d'accord. C'est-à-dire que c'est l'investissement qu'on va faire dans la belle architecture ne coûte pas plus cher qu'une autre architecture. Donc ça coûtera le prix de l'immobilier de vente dans le territoire. Dans le territoire. Voilà. Et puis donc Manal Rajdi, le deuxième grand projet, donc lauréat également du concours Inventons la métropole du Grand Paris,
Et là, on est sur le site Le Coteau Arcueil et c'est le projet qui s'appelle Ecotone. On va voir quelques images. Ecotone. Voilà, c'est un grand pôle de santé, 82 000 m² de bureaux, hôtels, commerce, un lien entre la ville et la nature. Voilà. Alors déjà, je vais expliquer ce que c'est que Ecotone, pourquoi on l'a appelé comme ça. Ecotone, en nature et en biologie, c'est le milieu qui se crée quand deux autres milieux se rencontrent. Et c'est ça l'idée, c'est que notre projet, c'est un peu la rencontre entre le parc et la ville. Donc on en crée une sorte de paysage habité. Ce paysage-là, c'est des bureaux, c'est des fonctionnalités. Et c'est surtout, ce que je veux dire, c'est un peu une démarche qu'on a à l'agence, c'est surtout le centre d'excellence en biomimétisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire le biomimétisme? C'est autre chose, c'est l'inspiration de la nature. Comment on s'inspire de la nature pour créer quelque chose. Et sur ce projet-là, on s'est entouré, grâce au génialissime Philippe Journoud, du CRIGEN, qui est le centre d'excellence du biomimétisme de ENJ, de ELAN et surtout du Muséum d'histoire naturelle, qui vont faire un comité scientifique. C'est très rare pour un projet immobilier d'avoir un comité scientifique qui va poursuivre toutes les évolutions du projet et les innovations qu'on va mettre en place. Alors c'est un projet innovant dans quel sens? C'est-à-dire que dans le développement par exemple de cette peau qui est comme l'épiderme du bâtiment, c'est-à-dire que cette façade extérieure, c'est une façade respirante avec de la végétation, avec des espaces interstitiels qui vont permettre de vivre différemment dans le projet. Alors c'est un projet qu'on fait avec Duncan Lewis, Scape Architecture, Triptyque et Parc. C'est des architectes qui se sont tous posé cette question-là comme nous, comment la nature va influencer l'architecture et comment elle peut bien vivre avec. Et c'est un peu cette réponse-là qu'on amène avec Ecotone. C'est une autre façon de travailler. Regardez, les bureaux sont entièrement en bois. C'est une structure bois à l'intérieur. On vit dehors, on vit avec des façades ouvertes un peu dans un grand espace. On contrôle les climats. On s'inspire par exemple des fourmilières pour créer ces grands patios intérieurs dans le bâtiment. Les toitures sont très légères comme des feuilles de libellule qu'on essaye vraiment de suivre ces structures-là très très légères. Donc c'est un peu ça l'idée du biomimétisme, c'est essayer d'amener cette réflexion et cette observation dans la nature pour créer l'architecture. Et pour moi, l'immobilier et les acteurs de l'immobilier doivent s'inspirer de la nature parce que dans la nature, il y a le pouvoir de l'innovation. Pouvoir de l'innovation. Et pour l'instant, en fait, il n'y a absolument rien sur ce terrain. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Aujourd'hui, c'est un terrain qui est vide et c'est bon. Ça, c'est les réponses plus simples pour un architecte, c'est quand on lui donne un terrain vide avec un contexte. C'est important le contexte. Il y a des contraintes ou pas? Toujours. Alors laquelle la plus... La plus importante, c'est le dénivelé. On a un dénivelé de 15 mètres. Inscrire un bâtiment dans un dénivelé comme ça qui redescend, c'est compliqué. Il faut savoir aligner les niveaux, ainsi de suite. Et la proximité aussi de l'autoroute. Hein. C'est l'autoroute du Sud, enfin du Soleil, pardon, qui fait qu'il fallait qu'on se protège. Et c'est pour ça que la peau qu'on crée, c'est une sorte de peau de résonance qui fait que ça protège du bruit. Et il y aura des logements neufs, on est bien d'accord. Non, ici, il n'y a pas de logement. Ici, il n'y a pas de logement, c'est que du bureau, des résidences pour jeunes chercheurs et un hôtel. Qu'on va mettre en place. Donc l'idée, c'est... Les logements se trouvent un peu plus loin dans le coteau, mais là, on n'a pas mis de logement. Et alors, quand est-ce que ça verra le jour, 2023, ce projet? Pareil. 2023. L'option, c'est 2023 et on va démarrer très vite les études. Oui, Giovanni 2023 demande les prix, mais là, effectivement, si c'est du bureau... C'est les prix du bureau, c'est du tertiaire. Ce ne sera pas du logement. Et quand on évoque l'immobilier neuf, on est à la pointe des innovations technologiques. Hein, et Jean-Bernard, vous allez nous faire un tour d'horizon des grandes tendances. Je vais essayer, du coup. En tout cas, je suis allé faire mon petit shopping chez nos voisins du Figaro Lab. C'est ceux qui travaillent sur les petites annonces en 3D. Et donc, ils m'ont fait une petite sélection des outils que vous pouvez avoir pour faire une visite virtuelle. Alors, du côté de la chose la plus complète, la plus haut de gamme et luxueuse, c'est ce type de casque. Donc c'est un casque qui va se brancher sur votre ordinateur. Ouais. Vous avez une manette type manette de jeu vidéo. Vous mettez ça et donc vous pouvez petite démonstration qui se met sur les yeux. Tout à fait. On peut le faire, oui. Je peux être ridicule, il n'y a pas de souci. Donc
Bon, Manal, ça vous connaissez. Ça se passe comme ça. Et donc après, vous n'avez qu'à effectuer les mouvements de tête pour voir les différents coins et recoins de votre logement. Là, on visite l'appartement. Et si vous avez votre joystick, l'intérêt du joystick, que je ne vois pas, ça va vous permettre de passer dans les pièces suivantes et de poursuivre votre visite. Donc ça, c'est l'expérience la plus immersive, la plus complète. Mais ça n'a pas une grande réussite commerciale pour l'instant. Disons que si vous voulez, c'est un bon produit, mais c'est pas donné, c'est 300 à 600 euros. Donc voilà. L'un des freins, c'est le prix. L'un des freins, c'est le prix. Et ce qu'il y a aussi sur ces machines, on a découvert qu'il y a des gens qui supportent pas trop ces casques. Il y a eu des études qui montrent qu'il y a quasiment 40% qui sont pas tout à fait bien et 5 à 6% qui auraient carrément, purement et simplement un cyber-malaise ou enfin vraiment qui n'aime pas cette machine. Bon, Manal, vous l'utilisez, vous connaissez bien. Moi, j'ai des gens super doués à l'agence qui savent utiliser ça, ils me programment ça, et donc je me permets de me balader comme ça dans certains projets. D'ailleurs, sur le projet Millard, notre client Philippe Journeau nous a demandé de faire une visite de la partie rez-de-chaussée, et on est en train de préparer ça. C'est très agréable pour comprendre, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas les images, les plans, et donc c'est une façon... Quand on est éloigné, c'est bien, ça rend service. Ça permet aussi de voir d'autres échelles. Quand on est dans l'espace, on comprend les dimensions, ce qui n'est pas la même chose quand on est... C'est le côté intuitif, et je pense que peut-être qu'aujourd'hui, ça a un problème encore technique, parce que moi, je trouve qu'ils sont très proches. C'est peut-être ça qui fait le côté un peu où les gens ils ont mal à la tête, peut-être qu'ils trouveront à une distance, et c'est ça qui va permettre d'avoir plus d'usage. Alors Jean-Bernard, les grandes tendances actuelles. Alors attendez, je vais encore vous montrer rapidement, parce que donc ça c'était le côté le plus high-tech. Vous avez la version plus basique. Alors là j'en ai pris une élégante en mousse, mais ça existe en carton, en plastique. Donc le principe c'est que là votre visite elle est diffusée sur votre smartphone. Vous le glissez là-dedans et puis pareil donc avec vous n'avez qu'à bouger et ça va réagir. Et vous avez la version encore plus miniaturisée. Donc l'intérêt de ça, c'est que vous pouvez l'avoir dans la poche. Et là, pour le coup, vous avez une diffusion pareille, toujours comme vous lancez la vidéo, vous collez vos yeux et puis vous vous baladez comme ça. Donc ça tout permet... ça pour visiter appartements, maisons... Tout à fait. Toutes ces visites... Parce que justement, c'est vrai que le tourisme ou les jeux vidéo font ça depuis longtemps. Alors, et les tendances alors donc justement, donc ces outils, ils sont parfaits si vous êtes à un stade assez avancé. Mais en même temps, si vous voulez toucher le plus large public possible, le plus simple, c'est toujours qu'il n'y ait pas de matériel supplémentaire. Donc c'est simplement que ces visites, alors elles seront un peu moins poussées, mais elles passeront par votre ordinateur portable, par votre smartphone, par votre tablette. Et donc ça, pour le coup, c'est quelque chose qui continue vraiment à se développer. Vous avez la modélisation en 3D, que vous pouvez aussi combiner avec une visite par drone. Donc là, c'est si vous voulez vraiment faire... là, c'est typiquement, ça peut être un promoteur qui veut faire découvrir les environs. Envoie des images. Donc voilà, là, vous voyez. Donc ça, d'ailleurs, c'est Parrot, le fabricant de drones, qui a développé une filiale spécialisée dans l'immobilier. Donc leurs machines vont survoler soit un terrain, ça peut aussi être pour de l'immobilier ancien, généralement plutôt quelque chose d'assez haut de gamme, un château. Et ça, vous allez combiner les prises de vue par drone avec une modélisation 3D. Et puis après, ça vous permet cette navigation intuitive en survolant le bâtiment, en le voyant sous tous les angles. Donc, ça, c'est pour l'extérieur. Et l'avenir alors? Et donc pour l'avenir, on a vu sur l'extérieur, mais on peut aussi rentrer, se balader à l'intérieur. Ça se fait aussi très couramment, comme sur le Google Street View. Ce qui est de plus en plus demandé, c'est de pouvoir soit aménager ou refaire l'intérieur. Vous connaissez sans doute les logiciels qui vont vous faire aménager votre cuisine. Donc ça, c'est bien classique. Et maintenant, vous avez notamment Home by Me, qui c'est un autre site
site qui, lui, va vous permettre de personnaliser votre intérieur, que ce soit le sol, le revêtement mural, mais même le mobilier. Donc il y a des catalogues de meubles réels qui sont numérisés, que vous allez pouvoir placer comme bon vous semble, ou vous pouvez mettre vos propres meubles. Et pour ce que demandait Olivier, sur l'avenir, sur ce qui n'est pas encore tout à fait mûr, mais qui se développe, c'est tout ce qui est réalité augmentée. Donc là, on a vu tous ces éléments-là vous permettent de découvrir un programme depuis chez vous, sans vous déplacer. Mais a priori, pour un programme immobilier, à un moment ou un autre, vous voudrez aller sur place. Et je pense. Et donc là, le meilleur des deux mondes, c'est de combiner l'image réelle et avec votre tablette ou votre smartphone, vous pouvez, admettons vous êtes sur votre terrain nu, vous passez devant et vous pourrez voir comment va s'implanter l'immeuble sur le terrain. Même à l'intérieur. Hein. Et à l'intérieur, pareil, si vous voulez abattre visite de l'ancien, vous voulez abattre une cloison, hop, vous pouvez voir aussi sur place. Et c'est un élément assez intéressant. Un outil de prise de décision qui est beaucoup plus actuel. Oui. C'est un outil de prise de décision. C'est-à-dire que quand on se balade, par exemple dans l'ancien, on a du mal parfois à savoir si on sait mettre un canapé ici. Ça. Et donc, cette mise dans le réel des meubles font qu'on peut tout de suite se rendre compte de l'espace. Et le cas échéant, quand on se balade sur un terrain et qu'on voit son immeuble dessus, voilà, on arrive à plus prendre de décisions. Très bien. Et puis maintenant, on va parler, pour terminer, d'architecture avec le grand concours du Figaro Immobilier en partenariat avec l'agence Architecture de Collection, qui vous propose de voter pour la plus belle maison d'architecte de France. C'est le prix Archinovo. Donc rendez-vous sur le site du Figaro Immobilier. Vous avez l'embarras du choix. Donc ça va d'une maison construite avec des containers maritimes, un moulin du 18e revisité, des maisons surélevées en bois, une maison corse qui se fond dans son environnement, des maisons enterrées. Voilà, donc pour ce concours, Jean-Bernard, sur le Figaro Immobilier, on peut donc voter. N'hésitez pas. Voilà, en tout cas, merci à tous pour vos précieux conseils. Merci Valérie Valenstin du Particulier. Merci Jean-Yves Guérin du Figaro Économie. Jean-Bernard Litzer, Figaro Immobilier. Manal Rajdi, encore mille merci et longue vie à ces beaux projets. Merci beaucoup. Et on se retrouve, nous, très bientôt, le 15 décembre, pour une prochaine édition du Carrefour de l'Immo.